Et donc on fuit cette émotion négative en recherchant du plaisir, un plaisir immédiat et fiable, donc par exemple manger du chocolat ou des chips. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 11e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Aujourd'hui, c'est Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie qui m'accompagne. Au cours de notre discussion, nous parlons du lien étroit qui existe entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous voyons ce qu'il est possible de faire pour ne pas se laisser envahir par nos pensées et comment nous pouvons faire le choix conscient de mettre notre attention sur des pensées qui sont plus favorables pour nous. Au cours de cet épisode, Clotilde partage des conseils pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement. 2 points avant de lancer l'interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraforme.fr/11, le chiffre 11. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis tous les avis déposés et je remercie Grégory qui a laissé le message suivant. Je suis fan de ce podcast car les invités sont toujours de qualité, les conseils sont simples et pratiques et surtout, ils fonctionnent. Xavier va toujours à l'essentiel dans cette question et du coup, le contenu est top qualité. À écouter et réécouter. Alors, merci Grégory et j'espère que vous qui m'écoutez là, j'espère que cet avis vous inspire et que vous aussi vous prendrez le temps de venir laisser un petit mot. Pour accéder à la page du podcast sur iTunes, le plus simple est de passer par le lien suivant, extraforme.fr/iTunes. Ou sinon, vous cherchez directement Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clotilde et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Parlons Forme. Merci Xavier, bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur tes activités ? Je m'appelle Clotilde Dussoulier, je vis à Paris et mon activité principale, c'est que je suis auteure culinaire. Donc, je tiens un blog de cuisine qui s'appelle Chocolate and Zucchini depuis 13 ans maintenant. Et j'écris des livres de cuisine, j'écris des articles sur la cuisine et la gastronomie d'une façon générale. Et je tiens également un podcast qui s'appelle Change ma vie, outils pour l'esprit, qui parle de développement personnel parce que je suis en train de développer en parallèle de mon activité d'auteur culinaire une pratique de coaching de vie. D'accord. Qui est un peu mon nouveau chapitre professionnel. D'accord. Alors du coup, ce nouveau chapitre, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans le développement personnel à la base ? Alors, à la base, je suis culturellement pas très branchée développement personnel. Moi, j'ai plutôt, à la base de la base, une culture plutôt psy ou psychanalyse. Je sais pas pourquoi. Moi, quand j'étais adolescente, c'était plus ça qui me parlait. Mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, très dans ma tête, très à vouloir tout analyser, à vouloir que tout soit parfait, à me repasser des conversations dans la tête, tout ça. Donc j'ai toujours eu une vie émotionnelle assez intense et je cherchais des réponses à ça pour y mettre de l'ordre, plutôt dans des approches psychothérapiques. Donc j'ai fait ça quelques fois dans ma vie à des moments où voilà, j'avais besoin d'aide pour faire face à diverses situations ou problématiques. Mais en fait, j'étais arrivée à un stade où je tournais un peu en rond. C'était très tourné sur la compréhension de moi jusqu'ici et sur le passé. Et en fait, j'ai découvert par le biais de podcasts américains cette approche du coaching de vie et du développement personnel à l'américaine qui permet beaucoup plus de se définir en fonction de qui on a envie d'être aujourd'hui et demain que pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui comme on a été et qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu. Enfin, pour moi, l'approche psychothérapique était plus tournée vers le passé et l'approche du développement personnel façon américaine était plus tournée vers à partir de maintenant, quelle vie j'ai envie d'inventer pour moi-même. D'accord. Et donc du coup, alors peut-être tu peux, pour les personnes qui connaissent pas ton podcast, tu peux peut-être nous le présenter rapidement, comme ça les gens sauront ce que tu fais. Voilà, donc le podcast s'appelle Change ma vie. Il est disponible donc sur toutes les plateformes de podcast. Je l'ai lancé il y a 1 an.
Et donc il y a un épisode tous les jeudis. Et l'idée, c'est de proposer à mes auditeurs et mes auditrices ce que j'appelle des outils pour l'esprit. Et donc, en fait, ce sont à chaque fois des approches ou des clés pour approcher notre vie intérieure. D'une façon générale, je me définis aussi comme une exploratrice de ma vie intérieure. En fait, j'essaye de donner des pistes et des outils pour mieux comprendre comment ça se passe dans notre tête, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a les pensées qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'elles veulent dire, à quoi servent les émotions, qu'est-ce qu'on en fait quand elles se présentent, qu'est-ce qu'on fait si on a envie de se sentir mieux. Voilà, en fait, c'est une façon de mieux se comprendre et ensuite d'avoir des vrais outils, une vraie boîte à outils qui permet d'agir, c'est-à-dire de se relever les manches et de se dire bon bah ok, si je veux me sentir plus comme ci, plus comme ça, avoir plus de ci ou plus de ça dans ma vie, je vais pas juste rester à attendre que ça aille mieux ou que d'autres m'apportent ça. Je vais petit à petit, jour après jour, changer les choses pour encore une fois créer la vie que j'ai envie d'avoir. Ok. Et ben alors justement, on va profiter des minutes que l'on va passer ensemble pour parler de tout ça d'une façon peut-être un peu plus précise, parce qu'en fait, peut-être en petite guise d'introduction, c'est que mon point de vue, c'est que les personnes qui nous écoutent, je suis persuadé qu'elles savent d'une façon générale ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut manger plutôt ce type d'aliments et limiter tel autre type d'aliments. On sait qu'on doit faire du sport ou qu'on doit se coucher assez tôt pour avoir son quota de sommeil. Tout ça, on le sait. Et pourtant, on a du mal à le faire. Et comme il y a un décalage entre cette soi-disant vie idéale et puis la réalité qu'on va vivre dans notre quotidien, et ben, généralement, on va avoir tendance à s'en vouloir, à se culpabiliser. Mais finalement, tout ça, ce sont des pensées et des émotions. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus de façon détaillée comment justement ces pensées et ces émotions s'articulent dans notre tête? Oui. Alors, j'utilise pour expliquer ça un modèle qui a été développé par une coach américaine auprès de qui je vais être bientôt certifiée, qui s'appelle Brooke Castillo, qui a développé un modèle qui est une grille toute simple qui permet de comprendre que en fait notre façon d'être dans la vie et dans le monde, en fait, il y a d'abord nos circonstances, c'est-à-dire les choses qui se passent autour de nous qui sont en dehors de notre contrôle, donc ce que les gens disent, le temps qu'il fait, les gâteaux qui sont sur la table dans la salle de machine à café du bureau par exemple. Donc ça, ce sont des circonstances extérieures à nous sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, dans notre cerveau, à la vue et au contact de ces circonstances, on a des pensées qui surviennent. Et ces pensées-là, elles sont, dans une certaine mesure, sous notre contrôle, c'est-à-dire qu'on a des pensées qui viennent, qui sont par défaut. Et si on les examine pas, on peut croire que c'est la vérité, que c'est quelque chose d'absolu. Mais si on en prend conscience, on s'aperçoit que ça n'est qu'une interprétation ou un jugement sur la réalité. Et en fait, ces pensées-là, la raison pour laquelle elles sont très importantes, c'est que ce sont ces pensées-là qui génèrent notre émotion. Donc en fait, les émotions sont pas dictées directement par ce qui se passe autour de nous, mais uniquement par la pensée qu'on a au sujet de ces circonstances. Et l'intérêt de comprendre ça, c'est qu'en fait, les émotions sont au cœur de tout parce que c'est sur la base de nos émotions qu'on va agir d'une certaine façon ou qu'on va ne pas agir d'une certaine façon. C'est-à-dire que les émotions servent vraiment de moteur à nos actions. C'est parce que je suis motivée que je vais aller courir ou c'est parce que je suis découragée ou dans un dégoût de moi-même que je vais rester sur mon canapé, par exemple. Et ensuite, sur la base des actions qu'on entreprend dans notre vie ou qu'on n'entreprend pas, on obtient un résultat dans notre vie. Et l'intérêt de comprendre que donc il y a les circonstances, il y a la pensée qu'on a au sujet de nos circonstances, l'émotion que suscite la pensée et l'action qui est générée par cette émotion, ça permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce que, alors qu'on sait que par exemple il faudrait faire du sport 3 fois par semaine, ça permet de comprendre éventuellement quelle est l'émotion qu'on a qui ne nous motive pas à faire du sport. Et du coup, on peut agir dessus parce qu'on se dit quelle devrait être mon émotion pour avoir envie d'aller courir. Il faudrait que je sois motivée, il faudrait que je me sente énergisée, il faudrait que je sois enthousiaste. Et donc, qu'est-ce que je peux choisir de penser de façon délibérée, à pratiquer au quotidien? Qu'est-ce que je peux penser sur moi, sur ma vie, sur la vie que j'ai envie d'avoir, qui fasse que je me sente motivée, enthousiasmée, énergisée? Parce que si on part d'une pensée qui est globalement tout ça ne sert à rien, j'ai jamais réussi à mettre en place une vraie pratique sportive,
notre émotion, elle est de découragement et de désappointement. Et ces émotions-là, elles nous génèrent pas. Voilà, c'est pas celles-là qui vont nous envoyer au parc avec les baskets. Oui, et puis aussi ça permet de comprendre que aussi face à une situation donnée, comme du coup les circonstances sont les mêmes pour tout le monde, face à une situation donnée, des personnes vont réagir différemment parce que chacun va avoir sa propre grille de lecture, on peut dire, du présent finalement, de la situation en elle-même, quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est du coup de comprendre que ces pensées qu'on a, c'est là qu'est notre marge de liberté. C'est-à-dire que on peut avoir face à une situation une pensée par défaut qui nous vient, et donc celle-là, faut pas la juger, elle survient, on peut pas la bloquer à la source. Par contre, ma marge de liberté, c'est de voir cette pensée et de me dire ça n'est qu'une pensée, parce que les pensées, ce ne sont que des phrases qu'on a dans la tête, ça n'est pas la vérité, et nous ne sommes pas nos pensées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des phrases sans y croire, sans avoir envie d'y adhérer. Et donc ma liberté, c'est de voir cette pensée qui se présente et de me dire ah tiens, j'ai ça qui me vient en premier lieu, mais je vois que par rapport à la situation, cette pensée-là m'est pas utile parce que elle fait que je me sens pas bien, elle fait que je réagis par exemple avec colère ou elle fait que je crée pas dans ma vie le résultat que je veux. Et donc qu'est-ce que je pourrais choisir de penser ou qu'est-ce que je pourrais choisir de privilégier comme autre pensée pour ensuite approcher mes relations avec les autres, les situations et ma vie d'une façon pas mieux dans l'absolu parce qu'il n'y a pas de bien absolu, mais plus dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Et du coup, comment je fais pour prendre conscience de mes pensées ? Alors, il y a plusieurs méthodes, c'est-à-dire c'est pas vraiment des méthodes, mais c'est des outils qui permettent de s'exercer à observer ses pensées. Il y a par exemple la méditation. Quand on pratique la méditation, c'est exactement ça qu'on fait, c'est-à-dire que on se met sur la passerelle de l'observateur, c'est-à-dire que on essaye de faire un peu le silence en soi et on observe les pensées qui viennent, les pensées de j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, j'ai un truc qui me fait mal dans le dos, tiens je me demande si quelqu'un a liké ma photo sur Instagram et qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Tout ça c'est des pensées qui viennent et quand on est en méditation, l'idée c'est de voir arriver ces pensées et de pas s'y attacher, de les voir simplement arriver, flotter et de les laisser être. Donc il s'agit certainement pas de faire le vide en soi, hein, c'est pas du tout ça la méditation. C'est vraiment s'exercer à observer ce qui se passe dans notre esprit quand on est dans un moment de silence et de repos. Et moi, il y a un exercice que je pratique personnellement et que je recommande à tout le monde, c'est l'exercice du flot de pensée qui consiste tous les matins ou se trouver un petit moment chaque jour pour pendant 5 ou 10 minutes poser sur le papier tout ce qu'on a dans la tête. Parce qu'en fait, on a dans la journée des dizaines de milliers de pensées qui viennent. Il y en a beaucoup qui sont en mode repeat, donc qui reviennent toute la journée. Et en fait, juste de prendre 5 minutes pour se dire ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai en ce moment dans la tête, qu'est-ce qui me préoccupe, qu'est-ce qui me donne du souci, à quoi je pense, de poser ça sur un carnet, ça permet de donner cette distance, c'est-à-dire de se dire ah tiens, c'est marrant que je pense ça. Et puis quand je l'écris, je vois la façon dont je le formule et je me dis bah oui, c'est pas étonnant que je me sente comme ça si c'est ça que je pense. Et ça permet une fois qu'on les a posés sur le carnet déjà de créer de la distance, parce qu'il y a une distance juste matérielle qui se crée, c'est-à-dire elle est plus dans ma tête, la phrase, elle est sur mon carnet, et de se dire, bon bah, cette pensée qui se présente de cette façon, est-ce que j'y adhère effectivement? Est-ce que ça me paraît vrai? Si j'y adhère pas, ou si je vois que c'est une pensée qui m'est douloureuse, qu'est-ce que je pense d'un tout petit peu différent, ou qu'est-ce que je pense aussi sur lequel j'ai plus envie de porter mon attention parce qu'en fait, on a une fenêtre d'attention consciente qui est très réduite. Et donc, il faut choisir de façon délibérée ce sur quoi on porte notre attention, parce que on peut porter notre attention sur toutes les choses qui vont pas. Du coup, on aura l'impression que rien ne va, alors que si on porte cette même toute petite fenêtre d'attention sur toutes les choses qu'on a qui nous donnent de la joie, de l'enthousiasme, qui nous font nous sentir bien, bah c'est ça qu'on va créer aussi dans notre expérience. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple justement avec l'enchaînement des circonstances, des pensées, des émotions pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de comment le fait de faire cet exercice peut permettre justement de changer de vision par rapport à une situation donnée à la base. Oui, alors
On peut imaginer par exemple que vous avez un ami, vous lui envoyez un message, un SMS, et puis il se passe 1 heure et la personne n'a pas répondu. Par exemple, vous lui dites est-ce que tu veux qu'on aille prendre un verre ce soir, et 1 heure après il n'a pas répondu. Bon, bah, la circonstance factuelle c'est j'ai envoyé un message à un tel à telle heure, il est maintenant telle heure et j'ai pas reçu de message de sa part. Et donc on pourrait choisir d'avoir sur cette circonstance neutre 1000 pensées différentes, mais peut-être que la pensée qu'on a par défaut et qu'on peut oublier d'examiner, c'est de dire il en a rien à faire de moi. Ouais. Et donc si ma pensée c'est il en a rien à faire de moi, moi je vais me sentir mal aimée, je vais me sentir pas importante, je vais me sentir toute petite, je vais me sentir négligée. Et du coup mon action ça va être que par exemple au moment où il m'appelle, eh ben je boude ou je lui réponds, enfin voilà, je lui réponds de façon un peu sèche ou pas très agréable parce que je trouve qu'il m'a ignoré pendant 1 heure alors que je lui avais envoyé un texto et que maintenant il est trop tard pour sortir et que je lui en veux. Donc ça c'est mon action et le résultat c'est que j'envenime la relation avec mon ami, par exemple. Et donc on voit aussi que avec les mêmes circonstances exactement, si ma pensée c'est il est sans doute occupé ou on est tous occupés ou il me répondra quand il aura un moment, mon émotion c'est je suis juste sereine et en paix, et mon action ça va être que en attendant qu'il me réponde je fais d'autres choses, et que ou alors que quand il m'appelle je lui dis alors t'as eu mon texto, qu'est-ce qu'on fait, et le résultat c'est que du coup moi j'ai passé un bon moment et je passe potentiellement une bonne soirée avec mon ami. Exactement. Donc ça c'est un modèle qui est tout simple, qui paraît quand on l'indique comme ça, qui paraît peut-être simpliste, mais quand on se penche effectivement sur toutes les petites situations dans la vie où le biais négatif du cerveau, parce que ça c'est aussi un truc que j'explique sur le podcast, c'est que notre cerveau par défaut, c'est un détecteur de problèmes. Donc si on le laisse en mode en pilote automatique, il va porter notre attention, c'est comme ça qu'il est programmé, il va porter notre attention sur tous les problèmes qu'il y a à régler, toutes les choses qui vont pas, et par défaut sur une situation neutre, il va nous présenter d'abord l'interprétation la plus problématique. Donc en l'occurrence, cet ami n'en a rien à faire de moi parce que pour lui le danger c'est que l'exclusion du groupe pour le cerveau primitif c'est un vrai danger. Si on est jeté en dehors de la caverne quand on est un homme préhistorique, c'est un vrai problème. Donc cette idée d'exclusion ou de connexion brisée, c'est pour le cerveau c'est un problème potentiel. Et donc en fait notre cerveau nous porte par défaut vers la négativité, vers l'interprétation la pire qu'il puisse y avoir sur une situation donnée. Et donc quand on en a conscience, on s'aperçoit que 1000 fois dans la journée, on a interprété des circonstances neutres en utilisant le scénario du pire. Et si on s'en aperçoit pas, on a l'impression que tout va de travers, que le monde est contre nous, que les gens sont désagréables, que les gens s'en foutent de nous, que on n'a pas d'amis, que voilà. Et en fait on peut vivre toute sa vie comme ça, en pensant en plus que c'est vraiment fondé. Ouais, bah oui. Alors que si on renverse la vapeur et qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois on a le choix de laisser le bénéfice du doute, de pas faire de suppositions, de s'occuper de soi en premier, c'est-à-dire si j'ai envie d'être connecté à quelqu'un mais que cet ami-là me répond pas, et ben j'ai peut-être un autre ami à qui je peux parler, ou je peux me connecter à moi-même, j'ai 1000 options autre que d'attendre devant mon téléphone que mon ami réponde en échafaudant des scénarios selon lesquels notre amitié n'a aucune valeur pour lui. Et du coup, quand on prend conscience qu'on a ces pensées, alors déjà, première chose, c'est que ces différentes étapes là où on prend conscience en fonction de la circonstance, de ses pensées, de ses émotions, tout ça, est-ce que tu recommandes de le faire par écrit ou c'est un exercice mental? Alors, la première étape quand on a envie de s'approprier ces outils-là, moi, ce que je recommande de faire, c'est de faire un flot de pensée quotidien, si on peut, ou semi-quotidien. L'idée, c'est d'avoir une régularité, pas forcément la fréquence, mais plutôt la régularité. Et en fait, quand on fait un flot de pensée, on peut identifier des phrases qui se présentent, des pensées qui se présentent, qui attirent notre attention pour une raison ou pour une autre, ou qui nous paraissent douloureuses, et on peut faire un modèle dessus. C'est-à-dire se dire, par exemple, si dans mon flot de pensée, je m'aperçois que je suis en train de ruminer un truc qui s'est passé hier, et ben je peux me dire, ah tiens, là cette situation là, j'ai envie de comprendre
ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est pas bien passé pour moi dans le sens où je l'ai pas très bien vécu. Et donc on essaye de démêler la circonstance purement factuelle, donc sans aucune coloration de jugement ou quoi que ce soit. Et on se dit ah bah tiens, à ce moment-là, il s'est passé ça. Qu'est-ce que je me suis dit, par exemple une situation dans laquelle je me serais mise en colère. Qu'est-ce que je me suis dit, c'est-à-dire la situation en soi ne peut pas me mettre en colère. Donc qu'est-ce que je me suis dit qui a généré en moi de la colère? Et comment est-ce que j'ai agi sous le coup de la colère? Qu'est-ce que ça a créé dans ma vie comme résultat, dans ma journée? Et se dire, bah, si une situation comme celle-là se reproduit, qu'est-ce que je pourrais me dire? Comment est-ce que j'aurais envie d'aborder la situation différemment pour ne pas me mettre en colère? Et du coup, parce que généralement la colère, elle est pas, enfin, elle est rarement utile. C'est-à-dire, elle peut être légitime, mais elle est rarement utile parce que quand on agit sous le coup de la colère, en fait, on peut ressentir de la colère. Il vaut mieux éviter d'agir sous le coup de la colère parce que c'est généralement pas, on regrette souvent après. Et donc l'idée, c'est de faire a posteriori le point sur ce qui s'est passé, comprendre en toute bienveillance pour soi-même pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça. Donc il s'agit certainement pas de faire notre propre procès le lendemain en se disant mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, j'aurais jamais dû, de réécrire l'histoire ni rien, mais simplement de comprendre pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça pour que la prochaine fois on puisse peut-être un petit peu plus tôt dans la situation voir arriver les choses, identifier la pensée et à terme, une fois qu'on est un petit peu plus aguerri, changer la pensée en live, c'est-à-dire voir arriver la pensée de colère et se dire ah bah tiens, par défaut, je me dis ça, mais je sais que si je laisse cette pensée-là prendre toute la place, je vais me mettre en colère, ça va mal se terminer. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de penser d'autre? Comment j'ai envie d'aborder la situation autrement pour créer une autre situation? Ouais. Alors là, effectivement, dans ce podcast, je sais que, enfin, on parle de formes de santé ou de choses comme ça, mais par exemple, c'est vraiment je trouve que c'est une vision à avoir qui est vraiment très utile. Alors, ce sera pas forcément le cas de toutes les personnes qui nous écoutent, mais avec les enfants ou à la maison, bah voilà, tu le dis dans ton podcast que tu as des enfants aussi, et c'est le cas de mon côté aussi. Et c'est vrai que par exemple, l'exemple des enfants, c'est vraiment la situation classique où les enfants sont à la maison, les enfants chahutent, et comment réagir face à ça pour faire en sorte de pas simplement crier et frustrer tout le monde, mais comment on peut essayer de faire quelque chose de mieux. Ouais. Et pour ça, je dois dire que les enfants, alors pour ceux de tes auditeurs qui en ont, il faut vraiment les voir comme ils sont merveilleux pour nous mettre justement face à ça, face à la gestion de nos émotions, parce que souvent ça appuie sur des boutons qu'on sait même pas qu'on avait, et que comme on est très motivé pour eux, on est très motivé à essayer d'être les meilleurs exemples qu'on peut être pour eux, donc pas parfait, mais de bons exemples autant que possible. Et du coup, c'est une extrêmement bonne motivation. Et en particulier, cet accueil et cette gestion de la colère, quand on est un parent, c'est vrai que on a, selon les enfants qu'on a et selon la personne qu'on est, on peut avoir beaucoup d'occasions de pratiquer justement le fait de. Mais je donne un exemple sur le podcast et qui est vraiment qui est parlant. J'avais une fois du linge qui était accroché sur le sèche-linge et mes enfants ont joué en dessous, et en fait leur jeu c'était de tout tirer sur tous les t-shirts qui étaient accrochés sur le sèche-linge. Et je suis arrivée, je les ai vus avec tout le linge, je les ai vus sous le sèche-linge avec tout le linge ou la moitié du linge qui était par terre, et je me suis immédiatement mise en colère. Donc je me suis mise en colère, je leur ai dit ça va pas du tout, vous faites pas ça, vous raccrochez le linge, voilà. Donc ça se passait mal. Et en fait sur le coup, je me suis dit attends, le fait qu'ils aient décroché le linge, c'est neutre, mais la pensée que j'ai, c'est je me tue à m'occuper de leur linge, et ils sont complètement ingrats, eux ils en ont rien à faire, et maintenant il va falloir que je refasse, que je raccroche tout alors que je viens juste de le faire. Et c'est cette pensée-là qui me mettait en colère. Le linge par terre en soi n'a pas le pouvoir de me mettre en colère. Et donc par rapport à une situation comme ça, le fait de se dire, eh ben je vois qu'en fait ils cherchaient pas à défaire le travail que j'avais fait, c'était un jeu qui était amusant pour eux. Ils avaient fait un château et puis ils enlevaient les trucs qui étaient sur le toit du château sous le sèche-linge. Du coup, je peux être attendrie ou je peux être compréhensive. Et mon action, du coup, c'est que je leur parle avec respect en leur expliquant simplement, en leur disant voilà, je viens juste d'accrocher le linge, donc faut pas le décrocher et maintenant vous allez m'aider à le raccrocher. Et quand on leur explique ça aux enfants, les enfants, la plupart du temps, ils aident à raccrocher le linge. Si on leur parle de façon raisonnable, souvent ils sont raisonnables.
Oui, oui, effectivement, il y a ce côté où si on leur explique les choses, ils sont tout à fait capables de le comprendre, même si, Voilà. et surtout, enfin pas surtout, mais même s'ils sont petits, il y a aucun souci, il y a aucun souci. Oui. Et c'est vrai que La c'est prochaine fois, c'est eux difficile. qui attendront le linge et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Ils Et c'est comprendront difficile en pourquoi. tant que parent de parce que en tant que parent, on peut se mettre en colère, mais ensuite quand les enfants se mettent en colère, on leur dit de pas se mettre en colère. Donc faut être cohérent aussi, et que je trouve qu'on est beaucoup mieux équipé à accueillir la colère des enfants quand soi-même on sait gérer la sienne. Ouais, effectivement. Il y a aussi un autre cas de figure que je trouve intéressant, c'est le fait que face par exemple à une situation, enfin que ce soit un événement ou une personne par exemple qui va nous contrarier, on peut avoir ce réflexe d'aller chercher. Donc du coup, on retourne un peu sur notre côté forme et nutrition. On peut aller le réflexe d'aller chercher du réconfort par exemple, mais là aussi de façon totalement automatique, dans je sais pas, dans un paquet de chips, dans un paquet de gâteaux ou quelque chose comme ça. Et comment on fait pour ne pas justement se laisser influencer par une situation ou par une personne, imaginons, et qu'on arrive justement à gérer ses émotions de façon indépendante. Alors le fait de chercher du réconfort dans la nourriture, généralement des choses sucrées ou grasses, ça participe d'un mécanisme. J'ai fait un épisode spécialement là-dessus qui s'appelle les faux plaisirs. Et en fait, pour moi, la première étape pour aborder cette problématique, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles on éprouve une émotion qui nous est désagréable. C'est-à-dire, c'est pas une émotion négative parce qu'il n'y a pas en soi d'émotion négative ou positive, mais c'est une émotion qu'on n'aime pas ressentir. Et en fait, on a peur de cette émotion, on n'a pas envie de l'éprouver, et donc on fuit cette émotion négative en recherchant du plaisir, un plaisir immédiat et fiable. Donc, par exemple, manger du chocolat ou des chips. Et en fait, l'idée, c'est que on n'a pas suffisamment d'entraînement dans l'accueil des émotions désagréables, et qu'on croit en fait souvent que quand on éprouve une émotion qui nous est pénible, c'est qu'il y a un problème. Et donc on se dit, et donc on ajoute en plus, c'est-à-dire que non seulement on ressent cette émotion désagréable, mais en plus on se dit c'est pas normal. Parce que les gens qui sont autour de moi, ils ont l'air d'aller bien. Donc si moi je me sens déçue ou blessée ou vexée ou voilà, quelle que soit l'émotion négative que je ressens, on se dit il y a un problème, et donc vite, il faut que je ressente quelque chose de plus agréable. Et donc je sais que quand je mange du chocolat ou quand je mange des chips, j'ai un pic de dopamine qui fait que sur le coup je me sens mieux. Et donc c'est vraiment, faut comprendre que c'est un mécanisme très archaïque de fuite de la douleur et de recherche du plaisir, qui, dans l'histoire de l'être humain, nous a conduit à nous abriter des intempéries et aller chasser des mammouths pour manger. Donc c'était quelque chose qui était bon pour nous. Mais aujourd'hui, il y a des plaisirs qui sont beaucoup trop faciles, sans avoir de vraie utilité pour nous. Donc c'est manger quand on n'a pas faim, c'est passer des heures sur les réseaux sociaux ou regarder Netflix jusqu'à pas d'heure la nuit, ou voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça, des comportements qu'on a tendance à faire parce que ils nous procurent un plaisir immédiat mais qui n'a pas d'utilité pour nous dans notre vie. Et en fait, donc déjà de comprendre ça, que à chaque fois que je m'adonne à ces faux plaisirs entre guillemets, c'est parce que je suis en train de fuir une émotion que je n'ai pas envie d'éprouver pleinement. Ça, c'est la première étape, la prise de conscience du mécanisme. Okay. Et ensuite, la phase d'après, c'est de se dire, c'est quand je reconnais que je suis en train d'aller vers un de ces faux plaisirs pour fuir une émotion, c'est le fait de se dire, moi, la personne que j'ai envie d'être, et dans mon expérience humaine, j'ai envie de faire face à toutes les émotions qui se présentent, les bonnes comme les mauvaises, en sachant que l'expérience humaine n'est absolument pas ce que nous vendent les publicitaires, c'est-à-dire du bonheur et de l'épanouissement à chaque minute de chaque heure. Je vais avoir des moments où je vais avoir des expériences pénibles et des émotions pénibles, et je vais avoir des moments où je vais avoir des expériences agréables et des émotions agréables, et c'est le contraste entre les deux qui va faire que au moment où ça va bien, je vais me dire c'est génial, ça va vraiment bien. Et donc c'est vraiment cette acceptation de la partie moins agréable de l'expérience humaine qui consiste à, de temps en temps, dans certaines interactions avec des gens, avec des situations, eh ben oui, je me sens déçue, je me sens seule, je me sens triste, mais ça n'est qu'une émotion,
Et les émotions, en tant qu'être humain, on est complètement équipé pour les ressentir. Et donc, je peux parfois être face à une situation qui me rend triste et me dire, bah oui, là, je sens que je suis triste. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? À quel endroit est-ce que je sens cette tristesse? D'où vient cette tristesse? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et on peut être juste présent à cette émotion sans se dire, ouh là là, cette tristesse va m'envahir, va m'engloutir, et donc vite un paquet de pépitos. Mais c'est une vraie compétence à développer, et ça demande un certain courage, parce que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. On nous apprend pas à accueillir les émotions désagréables quand on est petit, et c'est pour ça que quand on a des enfants, on peut prêter attention à ça. Quand on est petit, globalement, on nous dit, quand on pleure, on nous dit ne pleure pas, voilà un bonbon. On nous dit, quand on est déçu, on essaie de nous changer les idées. On nous apprend pas, en fait, on nous envoie plutôt le message que il faut fuir les émotions négatives. Et donc, quand on ne s'entraîne pas suffisamment à accueillir ces émotions négatives, on peut, je dis négatif, hein, j'ai tendance à le dire aussi, mais ces émotions désagréables, quand on les fuit, en fait, ce à quoi on résiste persiste, et donc ces émotions désagréables, elles prennent de l'ampleur parce qu'on les regarde jamais en face. Et au bout d'un moment, on a une espèce de sensation de malaise, ou alors on a des coups de colère, ou on a des migraines, ou voilà. Et ça, en fait, c'est souvent le symptôme, entre guillemets, de petites émotions négatives qu'on n'a pas prises en compte à chaque fois. Et du coup, pour les prendre en compte, on fait l'exercice que tu nous as suggéré tout à l'heure, ou il y a d'autres possibilités? Alors, en fait, l'accueil des émotions, c'est vraiment quelque chose qui relève aussi de l'observation de soi, mais qui, à mon sens, se fait plus dans le corps. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait de s'exercer à les reconnaître au sens du vocabulaire. C'est-à-dire, est-ce que quand ça va pas, est-ce que je sais mettre un mot dessus? C'est-à-dire, est-ce que je sais dire quelle est la différence entre quand je me sens triste, quand je me sens blessée, quand je me sens seule, quand je m'ennuie, quand je me sens découragée, quand je me sens dévalorisée, quand je me sens pas écoutée. Enfin, et tout ça, c'est important de savoir mettre le mot juste dessus, pour les identifier, pour savoir les reconnaître, et savoir aussi dire, une fois que j'ai identifié quelle était l'émotion que je ressentais, essayer de me dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je me suis dit qui a généré cette émotion en moi. Parce que ces émotions-là, elles viennent pas de nulle part, elles viennent de choses, de l'environnement qui m'entoure, ou de situations qui se sont produites, et de la pensée que j'ai eue. Donc ça, c'est une première façon de les accueillir, de les comprendre. Et il y a vraiment un exercice aussi de présence au ressenti physique des émotions, parce qu'en fait, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui est déclenché au niveau du cerveau, mais qui se répand dans tout le corps. Les émotions, elles sont en fait diffusées dans le corps. Il y a des neuropeptides en fait qui sont émis au niveau du cerveau, qui circulent dans tout le corps et qui activent différents organes selon l'émotion. Et c'est pour ça que quand on est par exemple triste, on peut avoir la gorge serrée, ou quand on est stressé, on a la poitrine comprimée, ou voilà. Donc il y a un vrai ressenti physique, et le fait de se mettre en mode observation du ressenti physique de l'émotion, ça aide à s'en distancier. C'est-à-dire qu'on n'est plus pris par l'émotion, on est dans l'observation de l'émotion. Oui. Et du coup, on peut se dire aussi, les émotions, elles viennent par vagues. C'est quelque chose qui est en train de se diffuser dans mon corps. Il y a un ressenti physique, mais une émotion ne vous tue pas. C'est-à-dire, elle va arriver, je vais la ressentir. Parfois, ça va être un ressenti assez intense, mais ça n'est pas une douleur. C'est-à-dire, c'est pas une douleur, une émotion. C'est pas comme quand on va chez le dentiste, ou c'est-à-dire, c'est un ressenti qui est parfois pénible, mais c'est pas une douleur. Et du coup, le fait de se dire, oui, c'est à ça que ça ressemble quand je suis angoissée. Voilà comment ça se présente dans mon corps. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ça arrive par vagues, et puis ça s'amenuise, et puis parfois il y a une deuxième vague, et puis ça s'amenuise, et puis au bout d'un moment, quand on fait ce travail, en fait, les émotions qui nous sont pénibles, elles durent aussi beaucoup moins longtemps. Parce que comme on n'a pas de résistance à cette émotion, elle arrive, elle nous délivre son message, et puis elle s'en va. Mais du coup,
Est-ce qu'on ne devient pas insensible aux émotions d'une façon ou d'une autre après? Alors c'est complètement le contraire, c'est-à-dire que on développe en fait c'est comme si on peut imaginer c'est comme si vous aviez des messagers qui vous venaient sans arrêt, c'est-à-dire chaque émotion est d'une certaine façon un petit messager qui m'envoie un message sur la façon dont je fonctionne, les pensées que j'ai, etc. Et si quand les messagers arrivent, je leur claque la porte au nez, c'est là que je suis insensible aux émotions. Alors que si quand le messager arrive, je lui ouvre la porte et je lui dis, écoute, ça me fait pas hyper plaisir de te voir, mais vas-y, dis ce que tu as à dire, je vais t'écouter, je vais te prendre en compte, et puis une fois que tu m'auras délivré ton message, je sais que tu vas partir. En fait, quand on développe cette faculté-là, en fait, les émotions, du coup, elles viennent, déjà, elles enfoncent pas la porte, parce qu'elles savent que quand elles arrivent, on va ouvrir, et puis en fait, on les connaît de mieux en mieux, et donc quand on les voit, on les voit arriver beaucoup plus tôt, beaucoup plus finement, et en fait, on n'en a plus peur, et donc du coup, on les écoute. Enfin, ça rend beaucoup plus paisible ce travail autour des émotions. Ça marche. Alors, en général, quand on décide de prendre soin de soi, et ben justement, je viens d'employer le mot, c'est que bien souvent, on prend une décision à un instant T, et le meilleur exemple qui va parler à tout le monde, c'est ces fameuses résolutions du nouvel an que très peu de personnes continuent à suivre une fois passé le 5 janvier, on va dire. Et du coup, le fait d'agir comme ça, c'est-à-dire bon bah voilà, je sais pas, lundi prochain je commence à aller faire du sport, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Alors il y a des gens chez qui ça marche très bien, parce que en fait cette pensée qu'ils ont eue au 1er janvier qui était par exemple en 2018 je vais aller courir 3 fois par semaine, en fait c'est une pensée qu'ils ont, à laquelle ils adhèrent et qu'ils entretiennent par exemple à longueur de semaine, c'est-à-dire très régulièrement. Cette pensée, en 2018, je vais aller courir 3 fois par semaine, ils la pensent, ils se la répètent, ils se l'approprient, et donc du coup cette pensée qui est motivante, parce qu'ils se disent, voilà, quand je dis en 2018, je vais aller courir 3 fois par semaine, c'est un engagement que j'ai pris envers moi-même, donc je me sens motivée par rapport à moi-même. Cette pensée-là, si on se l'approprie effectivement, si on la pratique, si on l'adopte, elle peut être motivante tout au long de l'année. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont effectivement courir 3 fois par semaine à longueur d'année. Par contre, là où ça ne fonctionne pas, c'est si on pense ça en début d'année, mais qu'en fait on est motivé par autre chose, et qu'en fait cette pensée-là, on n'y croit pas vraiment. Parce que si on n'y croit pas vraiment, ça va nous motiver 1 semaine, 2 semaines, mais après, la pensée, on va la laisser de côté et elle va être remplacée par une autre pensée qu'on croit davantage, qui est, par exemple, j'ai jamais réussi à avoir une pratique sportive régulière, ou de toute façon, c'est trop difficile pour moi de me lever tôt le matin, ou j'ai pas le temps, ou j'ai d'autres trucs qui sont plus importants, ou toutes ces pensées-là vont être démotivantes et donc ne vont pas faire le poids face à la résolution de départ. Donc en fait, ce qui fonctionne mieux, c'est de se dire, dans le modèle que je disais tout à l'heure, enfin que je décrivais tout à l'heure, si je veux que ma ligne d'action ce soit je vais courir, je sais que pour aller courir, il faut que mon émotion ce soit par exemple de la motivation, de l'énergie, de l'enthousiasme, et donc choisir soigneusement la pensée que je choisis d'avoir de façon délibérée, de façon continue, que je choisis de pratiquer et d'adopter, qui va faire que tous les jours, je vais me dire, par exemple, j'ai envie d'être quelqu'un qui prend soin de moi. Et du coup, moi, si par exemple je pense ça, c'est motivant et c'est enthousiasmant pour moi. C'est-à-dire, ça m'évoque l'idée de moi à la fin de l'année ayant couru 3 fois par semaine, la fierté, l'accomplissement, tout ça. Et donc, si je choisis de faire vivre cette pensée au quotidien, c'est cette pensée-là qui va faire vivre l'émotion au quotidien de motivation, d'enthousiasme, de détermination, qui va faire que je vais chausser mes baskets. Et il y a aussi cette idée de l'importance de finalement de tenir ses engagements, parce que vis-à-vis de soi-même, c'est essentiel par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi-même. Tout à fait. Et ça, c'est un point qui est capital. Et pas seulement dans le fait de prendre soin de soi physiquement, c'est vraiment l'idée que pour la plupart d'entre nous, on nous a... Alors je sais pas si c'est qu'on nous a appris ou si c'est qu'on nous a laissé faire en sorte que globalement, on se sent beaucoup plus tenu aux engagements qu'on prend avec les autres, avec son patron, avec son conjoint, avec ses amis, avec sa mère,
que aux engagements qu'on tient qu'on a pris envers soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'identifier si c'est ça qui se passe dans notre vie, parce qu'en fait, si on peut pas compter sur soi, en fait, on peut pas avancer dans la vie. C'est-à-dire que si la personne la plus importante dans notre vie ne tient pas ses promesses envers elle-même, c'est-à-dire en fait, il faut considérer qu'on est notre meilleur ami, on est notre associé, on est notre compagnon de route. Et donc si on peut pas compter sur soi, c'est quand même très difficile d'avancer en confiance. Bah c'est ça, on perd un peu cette idée d'amour propre, de choses comme ça. C'est-à-dire que si on compte pas à notre propres yeux, bah finalement on fera rien pour aller dans la bonne direction, quoi, quelle que soit la direction après. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment utile pour ça de s'imaginer en fait tout ce qu'on se dit à soi-même, tout ce qu'on se promet à soi-même et qu'on tient ou qu'on ne tient pas, d'essayer juste quelques instants, le temps de la réflexion, d'imaginer qu'on dit ou qu'on fait tout ça à une personne qui serait notre sœur, notre frère, notre meilleur ami, et se dire est-ce que je trouverais ça acceptable, c'est-à-dire est-ce que je trouverais que je remplis, est-ce que je trouverais que je me tiens à mes propres standards dans mon amitié ou dans ma relation frère-sœur par exemple, et se dire si c'est ça mes standards dans ma relation avec ma meilleure amie en termes de confiance et de promesses tenues, il faut quand même que je me donne à moi-même que je me tienne à ces mêmes standards dans la relation que j'ai avec moi-même. Et donc être simplement très vigilant sur les promesses qu'on se fait à soi-même, et ne se faire des promesses à soi-même que si on est effectivement prêt à tenir ces promesses, en sachant que au moment où il faudra effectivement agir dans le sens de ces promesses, il y aura potentiellement un coût ou un inconfort. Et qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que face à ce coût ou cet inconfort, on se dit non mais en fait laisse tomber. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. Personne n'est au courant. Alors c'était juste dans un coin de ma tête. Allez hop, c'est bon, je passe à autre chose. C'est ça. Et qu'on a un petit peu cette espèce de fausse idée que si c'est difficile, c'est que c'est pas pour nous, ou si on est inconfortable, c'est qu'en fait on n'est pas fait pour ça, ou voilà. Et qu'il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où oui, effectivement, par exemple, si j'essaye une nouvelle activité sportive et que parfois, honnêtement, ça me plaît pas. Donc, la question n'est pas de s'obstiner à faire quelque chose sous prétexte qu'on se l'est promis, mais juste bien examiner notre état d'esprit quand on décide de baisser les bras ou de ne pas faire la chose qu'on s'était promise, et de vérifier qu'on est complètement clair avec nos raisons. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, si on est parti si on s'apprête à briser une promesse qu'on s'est faite à nous-mêmes, être sûr que c'est pour les bonnes raisons. Et quoi qu'il arrive, si on a pris cette décision, ne pas après coup, sans vouloir regretter, se juger et tout ça, parce qu'on l'a fait en toute connaissance de cause. Oui, et puis peut-être aussi une petite astuce, j'en sais rien pour les gens qui nous écoutent, c'est que quand on se fait des promesses, justement, c'est que on se fait des promesses à nous-mêmes, donc en fait c'est nous qui définissons nos propres règles du jeu, et que il est tout à fait recommandé de commencer très facilement en fait, et plutôt que de se dire allez je vais aller courir 3 ou 4 fois par semaine, et ça peut très bien être je vais aller courir 20 minutes cette semaine, et déjà ça en fait ça va enclencher, je pense, le cycle positif, le cycle vertueux qui va faire qu'on va se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ça, et que la semaine prochaine, peut-être qu'on ira courir 2 fois 20 minutes, et puis ensuite, au fur et à mesure, on installe l'habitude et on arrive à ancrer l'évolution, le changement dans notre vie, quoi. C'est ça. Se prouver qu'on est capable de le faire, et se prouver aussi que quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Ouais, exactement. Et en fait, c'est ça, c'est effectivement dans cette idée du Kaizen et du un petit pas après un petit pas, c'est cette idée de retricoter le lien de confiance qu'on a envers soi-même. Et encore une fois, toujours l'idée de transposer ça dans le rapport qu'on a avec nous-mêmes, transposer ça sur l'idée de ce même rapport avec quelqu'un d'autre. Souvent, c'est utile parce que ça éclaire beaucoup mieux parce qu'en fait, on grandit avec généralement une éducation qui est très tournée vers les autres, c'est-à-dire faut pas mentir, si tu dis que tu le fais, si t'as pris des engagements, tu les tiens parce qu'on nous apprend à vivre en société. Mais en fait, on oublie de nous apprendre aussi que on se doit à nous-mêmes le même respect et la même considération que celle qu'on doit aux autres.
D'ailleurs, c'est bien pour ça que dans la plupart des programmes, alors que ce soit d'entraînement ou de perte de poids ou choses comme ça, ils disent justement de former un binôme ou de participer à un groupe ou d'annoncer sa décision justement aux personnes de sa famille ou choses comme ça, parce que la notion d'engagement, elle est extrêmement importante, mais il faudrait qu'elle soit tout aussi importante vis-à-vis de toi-même, quoi. Exactement. Et ce qui est puissant, c'est que une fois qu'on renforce ce lien de confiance et qu'on sait que quand on dit qu'on fait quelque chose, on va le faire quoi qu'il arrive, même si en fait on est fatigué, même si en fait on n'a pas envie, même si en fait on a autre chose à faire qui est plus tentant parce que plus facile. Ça nous équipe aussi dans tous les autres domaines de la vie, c'est-à-dire le jour où je veux monter ma propre entreprise, le jour où je veux organiser un voyage un petit peu ambitieux, le jour où même je dois avoir une conversation difficile avec quelqu'un. C'est cette idée que on est notre meilleur, on est notre propre coéquipier et que donc ça développe une force intérieure qui est visible aussi de l'extérieur, parce que la façon dont on se traite nous-mêmes, c'est là-dessus que les autres se calquent pour nous traiter. C'est-à-dire la vision qu'on a de nous-mêmes, les autres s'en inspirent pour avoir la vision qu'ils ont de nous. Et donc, si on veut que les autres nous traitent avec respect, il faut commencer par se traiter soi-même avec respect. Exactement. On a évoqué le fait que justement les habitudes sont en général une des clés justement pour réussir à mettre en place de bonnes habitudes sur le long terme. Est-ce que tu aurais des recommandations à donner pour justement une personne qui voudrait créer une nouvelle habitude positive dans sa vie? Je sais pas, est-ce qu'il y aurait peut-être des étapes à suivre ou des choses comme ça? Alors, ce qui est pour moi important à considérer, c'est tout ce qu'il y a autour de cette habitude, c'est-à-dire quel est l'objectif poursuivi, quel est un peu quel résultat on a envie de créer en mettant en place cette habitude, et quelle est la motivation, c'est-à-dire bien identifier la motivation, parce que la motivation, c'est la pensée qu'on a, la raison qui nous motive, c'est la pensée qu'il va falloir entretenir, bichonner et bien pratiquer pour conserver cette motivation. Parce que quand j'essaye de mettre en place une habitude, alors il y a des choses qui sont des habitudes tellement ancrées, comme par exemple se laver les dents, que en fait j'ai pas besoin de susciter ma motivation pour me laver les dents, parce que je veux dire, ça fait partie tellement de mon quotidien depuis des années que voilà. Mais par contre, si c'est une nouvelle habitude, c'est important de se dire que pour ancrer cette nouvelle habitude, il va falloir maintenir la motivation associée. Et pour maintenir la motivation, c'est une émotion. Et donc, cette motivation-là, il va falloir la susciter avec une pensée qui est vraie, qui est forte et qu'on va vraiment choisir d'entretenir. Donc, si c'est par exemple qu'on veut prendre l'habitude, par exemple, adopter une pratique de méditation et qu'on se dit tous les matins, je voudrais m'asseoir juste 5 minutes en silence pour méditer, peut-être que la pensée qu'il va falloir que je pratique, c'est le fait de me dire j'ai envie de démarrer mes journées avec un petit moment de silence pour moi, par exemple. Et donc juste ça, le fait d'identifier quelque chose qui ressemble à une intention, qui est vrai pour moi et qui fait que la valeur de cette habitude que j'ai envie de mettre en place est évidente pour moi, ça aide beaucoup dans la mise en place de l'habitude. Et ensuite, mais ça c'est plus tactique que vraiment stratégique, c'est pour moi ce qui fonctionne assez bien, c'est quand on essaye de prendre une nouvelle habitude, de visser cette habitude à quelque chose qu'on fait déjà. Donc par exemple, moi je parlais tout à l'heure de l'exercice du flot de pensée. C'est c'est une nouvelle habitude que j'ai prise, qui est maintenant complètement ancrée dans mon quotidien. Et en fait, je me suis mise d'accord avec moi-même sur le fait que quand j'arrive à mon bureau le matin, avant d'ouvrir mon ordinateur, je fais 5 minutes de flot de pensée. Et donc en fait, c'est cette idée que tous les matins, quand j'arrive à mon bureau, j'ouvre mon ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de toute façon. Et le fait de me dire, juste avant de faire ça, je vais faire mon flot de pensée, ça garantit que tous les jours, au moins, j'y pense. Et donc, il peut y avoir des matins où j'ai un truc pressant à faire et du coup, je me dis, le flot de pensée, je le ferai après, par exemple. Mais bon, généralement, si je fais ça, du coup, je le fais pas. Mais en tout cas, c'est cette idée d'avoir des jalons dans sa journée
où on se dit ah bah tiens, par exemple si je veux méditer et que le matin j'y arrive pas, je vais me dire bah le soir 5 minutes avant d'éteindre la lumière par exemple, je vais au moment où je me mets au lit par exemple. Donc voilà, vraiment. C'est d'avoir des déclencheurs de choses voilà, c'est ça, des petits déclencheurs qui permettent qu'on est entre guillemets obligé de faire, enfin ou qu'on a tellement intégré qu'on se pose même plus les questions. Et du coup, voilà, on se repose sur cette action qui est totalement intégrée pour en enclencher une autre, quoi. Pour en enclencher une autre, c'est ça, parce qu'en fait ça sert un peu de pense-bête, c'est-à-dire on se dit ah oui, je m'étais dit que attends, avant d'ouvrir mon ordinateur je fais ça, ou juste avant de me coucher je fais ça. Et après, pour revenir aussi sur ce que tu disais, sur le fait, par exemple, enfin, t'as pris l'exemple de la méditation, de se dire, bah voilà, je prends la décision d'avoir un moment de calme pour moi. C'est que on peut peut-être aussi se projeter sur le bénéfice potentiel que va avoir cette nouvelle habitude, et de se dire que voilà, si j'ai ces 5 minutes de calme au quotidien, enfin dans mon quotidien, bah ça va me permettre d'être plus zen pour ma journée, et donc j'aurai des meilleures relations avec mes collègues de travail ou ma famille, quoi. Tout à fait, exactement. Exactement. Et ça, ce qui est important sur tout ce travail sur les pensées, c'est que il y a jamais enfin, il y a pas de solution unique. C'est vraiment à chaque personne, parce qu'on est tous très différents et on a tous des façons très différentes de se parler. On a des valeurs qui sont différentes, etc. Donc, c'est vraiment à chacun de trouver à chaque fois des pensées qui lui correspondent. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans un livre ou sur un podcast et se dire ah bah c'est celle-là que j'adopte. Parfois, il y a les pensées de quelqu'un d'autre qui nous parlent à nous, mais il faut vraiment se laisser la possibilité de trouver. Et par exemple, sur la méditation, chaque personne vient à la méditation pour des raisons un peu différentes et va trouver par exemple une pensée motivante qui va être un petit peu voilà à sa sauce. Donc ça c'est vraiment une personnalisation à faire de la part de chacun. Oui, bah après chacun effectivement de faire son propre travail pour trouver ses propres réponses. Oui, c'est ça. Et pour moi c'est aussi un aspect important de toute cette réflexion et cette approche, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus agréable de prendre les choses sous l'angle de l'explorateur ou de l'anthropologue, c'est-à-dire se dire le cerveau humain est une machine absolument extraordinaire et ça m'intéresse sur moi-même parce que je suis mon propre sujet d'expérimentation ou d'observation. C'est-à-dire c'est pas que moi je suis plus importante ou plus intéressante que qui que ce soit d'autre, c'est juste que moi j'ai un accès à mon cerveau à moi, et si j'observe mon propre fonctionnement dans un état d'esprit d'émerveillement du cerveau humain en général qui se manifeste chez moi de telle ou telle façon, et que bah c'est dingue quand même, c'est fou que quand il se passe ça, je pense ça, et bah oui, je comprends pourquoi. En fait, ça me met dans un état de bienveillance et de curiosité de soi qui est infiniment plus productif que si on est dans le jugement de soi ou la remise en question ou la comparaison. Ou voilà, c'est juste cette idée de se dire on a tous les humains qui sont conscients et en bonne santé mentale, accès au fonctionnement de notre cerveau. Mieux on le comprend, mieux on sait l'utiliser, mieux on conduira notre vie. Oui, et puis il y a aussi cette idée qu'effectivement, avant d'aller vouloir révolutionner la vie de tout notre entourage, si on se concentrait chacun sur nous-mêmes, ce serait sûrement une très bonne façon d'amener plus de paix et d'amour sur Terre. Ah mais complètement. Ah, oui. Et quand on a l'impression, et ça c'est vraiment c'est un truc hyper important à comprendre, c'est que quand on a l'impression que notre entourage ou notre environnement devrait changer pour que les choses aillent mieux, c'est vraiment le signal que il faut aller faire un tour à l'intérieur pour voir comment est-ce que, parce que les autres on pourra pas les changer, donc on peut lâcher l'affaire tout de suite. On peut pas les contrôler, on peut pas les changer, c'est-à-dire qu'on peut émettre des demandes, on peut faire des suggestions, mais contrôler ou manipuler les autres, c'est vraiment un gâchis d'énergie énorme, une énergie qui serait bien mieux investie à se poser la question de comment est-ce que j'ai envie d'être, quelle personne j'ai envie d'être moi, entre moi et puis entre moi et les autres, en sachant aussi que ce qui manque, enfin tout ce qu'on a l'impression qu'il manque dans la relation avec les autres, c'est à nous de l'apporter.
Eh ben, en tout cas, merci pour toutes ces réponses, Clotilde. Alors, je sais que tu proposes des accompagnements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Oui, tout à fait. Ben, je propose des accompagnements en coaching. Donc, c'est du coaching de vie. Autour de, en fait, les personnes que j'accompagne viennent me voir avec différentes problématiques pour chacun. Ça peut être des problématiques d'ordre relationnel ou familial ou professionnel et en fait je dessine un programme d'accompagnement personnalisé pour chacune des personnes pour proposer les outils qui me paraissent les plus appropriés pour les amener du point A où elles en sont au point B où elles ont envie d'aller. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, elles peuvent aller sur changemavie.com/coaching et donc là il y a une petite présentation et puis les personnes peuvent laisser leurs coordonnées pour en fait je propose une première conversation de découverte pour qu'on prenne contact et que je présente un petit peu mon approche, que j'apprenne à connaître un peu mieux la personne et qu'on puisse discuter des modalités selon lesquelles on peut travailler ensemble. Et puis si jamais les gens, voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, voilà, je te laisse, vas-y, continue. Non, et donc si les personnes veulent en apprendre un peu plus sur l'approche que je propose, le mieux c'est sans doute d'écouter le podcast qui s'appelle Change ma vie et donc qui est disponible sur iTunes, sur Apple Podcast, sur Android avec les différentes applications, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube et sur Audible. Ah bah voilà. Dans ce cas-là, c'est parfait. Voilà. Et puis, c'est changemavie.com ou changemavie.com, voilà. C'est ça. Et bah, ça roule. Merci beaucoup, Clotilde. Merci beaucoup, Xavier. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé cette conversation passionnante. Donc, encore un grand merci à Clotilde pour sa disponibilité et pour l'ensemble de ses réponses à mes questions. Je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en allant sur le lien suivant extraform.fr/11, le chiffre 11. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'aider pour que le podcast ait plus de visibilité, vous pouvez faire deux choses. La première est de vous abonner au podcast sur iTunes et la seconde est de laisser un avis ainsi qu'une note 5 étoiles. Pour y accéder sur iTunes, le plus simple est de passer par le lien suivant extraform.fr/iTunes ou chercher directement Parlons-Forme au sein du moteur de recherche de l'application. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao.